excès de création monétaire par rapport à la création de produits réels, mais son approche reste une approche globale en termes de revenu global, de taux d'inflation, etc. Et dans ce débat récent, la plupart des gens ont oublié la seule école qui explique de manière correcte la crise, à savoir l'école dite autrichienne, avec en particulier la théorie du cycle qui a été développée par von Mises et Hayek. Et j'en ai déjà évoqué les éléments principaux, cette idée, n'est-ce pas, qu'il y a un crédit artificiel qui est distribué en même temps qu'il y a création monétaire et donc une baisse des taux d'intérêt qui détruit le calcul économique et qui crée de fausses incitations. Et ce qui est important donc dans cette approche dite autrichienne, c'est l'idée que la crise elle consiste essentiellement, non pas en un phénomène global précisément, mais elle consiste en phénomène structurel. Il y a des distorsions dans les structures de prix et dans les structures de production. C'est ça l'un des éléments importants. Donc il ne suffit pas de dire, c'est vrai, n'est-ce pas, mais il ne suffit pas de dire que la création monétaire fait de l'inflation, et que l'inflation est nuisible, ça j'en suis bien d'accord, parce que l'inflation c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie. Or la monnaie est utile dans la mesure où elle maintient bien le pouvoir d'achat, donc nous sommes bien d'accord pour dire que l'inflation est nuisible et qu'il faut la combattre, mais il faut aller au-delà, comme l'ont fait les Autrichiens, et reconnaître que l'un des problèmes majeurs posés par la création monétaire, c'est le fait que l'on introduit des distorsions dans les structures de prix et dans les structures productives. Et c'est ça donc qui va nous permettre maintenant d'évaluer les politiques qui ont été utilisées. Alors j'en passe précisément au rappel des politiques qui ont été conduites dans les années récentes en réponse à la crise. Eh bien, je crois que la meilleure réponse à la crise aurait consisté à ne rien faire. Ou éventuellement à dire, bon, ben, il y a la crise, mais il y a aussi le problème de long terme, et ce qu'il convient de faire, c'est une réforme fondamentale des politiques économiques, par exemple, une réforme fiscale consistant à diminuer les prélèvements obligatoires. Mais malheureusement, à notre époque, on considère que tout ce qui arrive du fait des gouvernements et on attend d'eux de réparer les difficultés qui apparaissent et qui sont en réalité, nous venons de le voir, la conséquence de leurs mauvaises politiques économiques. Donc, tous les gouvernements, pratiquement, sauf quelques très rares exceptions, ont voulu répondre à la crise et prendre en main les choses. Comment ils l'ont fait? Vous le savez bien, mais je le rappelle rapidement. Il y a eu bien sûr d'abord la réponse de type keynésien, à savoir la relance par la demande et plus précisément la relance par le déficit public. Pour les gouvernements, c'est une réponse facile puisque le déficit public permet de distribuer des ressources et en contrepartie, on ne voit pas immédiatement le coût de cette distribution. Ce sont les générations ultérieures, enfin génération c'est peut-être beaucoup dire, ce sont les années ultérieures qui montreront quel est le coût réel de cette politique. Nous avons eu en France un exemple particulièrement étonnant, je trouve, qui a été le grand emprunt lancé par le président de la République. Il a annoncé un jour dans un discours qu'il allait faire un grand emprunt pour aider à la sortie de crise de manière à accroître la dépense publique. Et puis après, il a réuni ministres, il a réuni différents comités, etc., pour savoir ce qu'on allait bien faire avec le produit de cet emprunt. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Imaginez un chef d'entreprise qui décide d'emprunter une très grosse somme, et puis après il réunit ses collaborateurs et leur dit, voilà, j'ai plein d'argent, mais je ne sais pas quoi en faire, comment on peut dépenser l'argent? Il ferait faillite assez rapidement, n'est-ce pas? Enfin, il n'est pas possible qu'il y ait deux logiques différentes entre la logique privée et la logique publique. Et par conséquent, il y a forcément un qui a tort, j'ai la faiblesse de croire que les individus privés qui sont responsables, eh bien, ils ont raison. Ils ont raison, ils essayent d'utiliser au mieux les ressources, et s'ils ont besoin parfois d'emprunter, ils vont comparer le coût de l'emprunt et la rentabilité de ce qu'ils vont faire avec cet argent.
déficit public, lui, il est censé être, d'après les préceptes keynésiens, satisfaisant, quelle que soit l'utilisation qu'on en fait. Les pires gaspillages sont justifiés. Vous savez que Keynes est allé jusqu'à dire qu'il était justifié de creuser des trous inutiles, simplement parce qu'il considère l'aspect demande et non pas la rentabilité de l'investissement. Or, l'idée que l'on peut accroître la demande globale est une idée absurde. Je crois que la simple logique le montre facilement. Si un État augmente les dépenses publiques, eh bien, comment financer ces dépenses publiques? Ou bien par l'impôt, et c'est autant de pouvoir d'achat qui est prélevé sur l'individu, donc une diminution équivalente de la demande, ou bien par l'emprunt, c'est ce que l'on fait donc quand il y a un déficit public, et l'emprunt, lui aussi, il retire des ressources. Il retire des ressources. Et c'était particulièrement grave, à une époque où précisément il y avait une réduction de l'épargne disponible parce qu'on avait mis fin à un excès de création monétaire de distribution de crédit, avec par conséquent des sources de financement restreintes, l'État accroît sa part dans l'ensemble, aux dépens évidemment du secteur privé. On ne peut pas demander au-delà de ce qu'on a produit, c'est la vieille loi de C qui est toujours valable. Il n'y a jamais de problème de demande globale. Le seul problème qui existe, c'est un problème d'incitation productive. Le problème, c'est de savoir si les individus sont incités ou non à travailler, à produire, à épargner, à investir, à innover, à embaucher, etc. Ça, c'est le vrai problème économique, c'est le problème humain, c'est le problème auquel sont confrontés les individus. Donc renonçons, si possible, définitivement à cette mécanique des quantités globales que le courant keynésien a malheureusement introduit dans les esprits, et revenons à des réalités. Les réalités sont des réalités individuelles, c'est la réalité des incitations, des motivations des individus. Donc nous avons une situation tout à fait étonnante et grave, à savoir qu'il y a quelques mois, nous avons eu partout dans le monde des politiques de dépenses publiques. Aux États-Unis, on est allé jusqu'à un déficit de 13% du PIB, ce qui est quand même quelque chose de considérable. Et puis on s'aperçoit, mais 2 ou 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, on s'aperçoit que les États ont du mal à rembourser, que les taux d'intérêt augmentent, etc. Et c'est la panique devant le problème de la dette publique. Donc à la crise financière et monétaire succède maintenant une crise de la dette. L'une et l'autre, la première et la deuxième, sont le résultat de mauvaises politiques économiques, sont le résultat de l'interventionnisme étatique. Alors, avant de revenir au problème budgétaire, qui est quand même l'objet essentiel de l'intervention d'aujourd'hui, et donc au problème de la politique de rigueur, je voudrais aussi vous rappeler que, bien évidemment, on s'est lancé également sous le prétexte de sortir de la crise, on s'est lancé dans des politiques monétaires expansionnistes. La politique du Fed consistant à essayer de tendre vers un taux d'intérêt zéro pour les fonds fédéraux est une absurdité. C'est revenir à nouveau vers la source même de ce qu'est l'instabilité monétaire, le risque d'une future crise monétaire. La précédente a été provoquée par un excès de création monétaire, mais apparemment les autorités n'ont rien appris et elles recommencent le même genre d'erreur. Et bien évidemment, cette politique monétaire, elle ne peut pas conduire à une sortie de crise. Ce qu'il faudrait, bien sûr, par rapport à ce que l'on fait, c'est donc une politique budgétaire expansionniste, une politique monétaire expansionniste, il faudrait faire l'inverse, exactement. Il faudrait diminuer les dépenses publiques, et si possible les impôts, je y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure, et arrêter la création monétaire. Et en ce point, je voudrais d'ailleurs souligner une chose. Il y a une proposition que je crois qu'il est logiquement impossible de critiquer. Elle est véritablement correcte. C'est la proposition sur laquelle il n'est pas nécessaire de faire de la création monétaire. Il n'est jamais nécessaire de faire de la création monétaire. Pour quelle raison? Imaginez un monde où vous avez une seule monnaie, pour simplifier le tableau, et vous avez une quantité de monnaie qui est constante, pour toujours.
Et puis vous avez une croissance réelle due à l'innovation des êtres humains. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les prix en monnaie vont baisser, puisqu'il y a une quantité de monnaie constante, mais des produits de plus en plus abondants. Alors, bien entendu, les produits où le progrès technique est le plus élevé vont voir leur prix baisser davantage. Et en moyenne, on aura une baisse générale des prix, ce qu'on appelle une déflation.